Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais me pencher sur l'entreprise Orpea qui fait les gros titres. Donc comme vous l'avez entendu, suite à l'apparition du livre Les Fossoyeurs, le titre a fortement corrigé. Donc on va s'intéresser à l'entreprise et on va voir si actuellement le cours actuel qui est à 35 € et donc qui a baissé de plus de 70% depuis ses plus hauts pré-crise Covid, ça représente une opportunité ou au contraire un piège. Donc avant d'aller plus loin, là je vous présente simplement ma façon d'aborder le problème. C'est en aucun cas un conseil en investissement, et ce d'autant plus que je ne suis pas un professionnel et un simple amateur qui vous partage ses analyses. Voilà. Alors, un petit mot sur l'actualité. Ensuite, on présentera rapidement l'entreprise. On regardera les chiffres de celle-ci. On la comparera à certains de ses concurrents. Petit mot d'analyse technique. Et puis ensuite, je vous donnerai mon sentiment sur cette entreprise au cours actuel. Alors, l'actualité, vous l'avez sans doute entendu parler. Il y a eu le livre Les Fossoyeurs qui est sorti, publié par le journaliste Victor Castanet, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, qui charge essentiellement l'entreprise Orpea et qui l'accuse d'un certain nombre de travers. Alors moi j'ai pas lu le livre, mais je vous ai résumé les éléments à charge contre Orpea qui sont rapportés dans ce livre, que j'ai pu retrouver dans les différents articles qui parlent de ce bouquin. Donc les principaux griefs sont que Orpea économise sur la qualité des soins, et notamment sur la nourriture ou l'échange des personnes qui sont dans ces EHPAD pour faire des économies. Donc de manière anecdotique, il raconte le nombre de couches, que c'est rationné, que les pensionnaires ne mangent pas à leur faim, qui a probablement des mécanismes institutionnalisés de surfacturation des frais, notamment aux mutuelles ou à la sécurité sociale, qui a des éléments de maltraitance dans ces EHPAD, qui a des systèmes de remise des fournisseurs, ce qui a priori est partiellement pas autorisé, voilà, qui aurait certaines proximités avec des élus. Et puis en plus, donc on a appris depuis que le président de l'entreprise avait mis en vente pour quasiment 1 million d'euros d'actions cet été, alors qu'il était probablement au courant de la future parution de ce livre, ce qui pourrait en faire éventuellement un délit d'initié. Dernier élément, le journaliste rapporte qu'on lui a proposé 14 millions d'euros pour ne pas sortir son livre. Voilà un petit peu pour résumer. Bon, moi j'aborderai pas dans cette présentation le fond de ce bouquin. Et voilà, je ne me permettrai pas de juger cette entreprise. Je ne suis pas inspecteur de l'ARS, et donc je me réserverai tout jugement sur cette entreprise. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a de graves accusations qui sont faites à son encontre, que cela semble en partie au moins documenté et argumenté, que cette incertitude a fait chuter très fortement le cours de bourse, et on a pu voir que certains politiques se sont emparés du sujet et ont demandé ce qu'il y ait des contrôles, etc. Et donc ça pourrait remettre en question une partie du fonctionnement de cette entreprise, et ce d'autant plus que, en tout cas c'est argumenté comme ça par le journaliste, que ça serait un système sciemment mis en œuvre. Et donc voilà, et donc ça remet en question tout le modèle économique de cette entreprise, notamment.
Alors un mot sur l'entreprise. Donc c'est une entreprise dont le siège social est en France, qui participe à l'indice SBF 120. Donc aujourd'hui la capitalisation a fortement diminué, elle est d'actuellement 2,2 milliards au moment où j'enregistre cette vidéo. Ça en fait une mid-cap. Elle appartient donc au secteur de la santé, fournisseur des services de santé, donc voilà. Alors concernant son actionnariat, il y a 80% de public, 14% au fonds d'investissement CPIB, qui est l'organisme de fonds d'investissement de retraite canadien, et 5% à Peugeot Invest. Et puis après il y a une partie aussi d'autres institutionnels, mais voilà pour les principaux actionnaires de cette entreprise. Alors l'activité de cette entreprise, il est essentiellement sur les maisons de retraite et sur les SSR et sur les cliniques psychiatriques. Après, il y a une activité conjointe de services et de soins à domicile et de résidence-service pour personnes seniors. Mais l'essentiel de son business, c'est les EHPAD et les SSR. Alors l'implantation, elle est essentiellement européenne. Donc c'est séparé en 5 secteurs. Le principal, c'est France Benelux avec l'Irlande, donc c'est un peu moins de 50 000 lits. Europe centrale, donc c'est Allemagne, Italie et Suisse, c'est un peu moins de 30 000 lits. Péninsule ibérique et Amérique latine, c'est 23 000 lits. Europe de l'Est et Russie, c'est 15 000 lits. Et puis il y a dans d'autres pays, notamment essentiellement en Chine, avec 2 établissements pour 500 lits. Alors c'est une entreprise qui est en croissance, puisqu'il y avait actuellement 26 000 lits en construction sur les 3 ans à venir, avec la répartition géographique décrite ici, donc renforcement notamment péninsule ibérique de manière très importante en Espagne, Portugal et Brésil notamment. Voilà, je vous laisse regarder si ça vous intéresse plus spécifiquement. Alors maintenant on va s'intéresser aux chiffres de l'entreprise. Donc c'est une entreprise qui était en croissance, en tout cas sur le chiffre d'affaires, qu'une croissance constante depuis cette dernière décennie, avec une augmentation du nombre de lits tous les ans de manière parallèle. Alors ensuite sur la profitabilité, c'est une entreprise qui a des marges faibles, avec une marge opérationnelle à 12%, 4,6% de marge nette. Le ROE est à 5,7%, le ROIC est très bas à 1,35% et le ROA est à 1,1%. Donc une entreprise avec des marges et une profitabilité faible, mais qui correspond à ce secteur-là. Alors en termes de bilan, ça c'est le bilan qui avait été publié à la fin du 2e semestre 2021. Donc dans les actifs, on voit qu'il y a un peu plus de 7 milliards, donc 7,4 milliards d'immobilier. Que les capitaux propres de l'entreprise, c'est 3,5 milliards. Et que la dette financière de l'ensemble de l'entreprise, c'est 6,2 milliards. La dette financière, elle est à 86% une dette immobilière. Voilà. Alors il y a un current ratio, donc un marqueur de liquidité qui est à 0,66, mais qui était le cas dans les précédentes années, qui est aussi le cas chez ses concurrents, et donc qui ne semblait pas jusqu'à présent poser de problème pour payer ses dettes à court terme, sans doute par des astuces comptables. Voilà. Je vous avoue que j'ai pas poussé ce sujet-là plus à fond, mais j'ai vu que c'était le cas les précédentes années et que c'était aussi le cas chez les concurrents, donc j'imagine que ça pose pas de problème. Bon voilà, en gros c'est aussi une entreprise donc qui a quand même une forte composante immobilière, hein. Elle se décrit comme la première foncière de santé européenne, hein, 7,4 milliards d'immobilier dans l'entreprise. Elle détient 47% des immeubles, ça fait 2,3 millions de mètres carrés. Le reste, ça appartient souvent à des investisseurs particuliers qui achètent des chambres au sein de ces EHPAD. Donc, comme vous le voyez, le patrimoine était en forte croissance d'année en année.
Bon, l'essentiel de la valeur de ce patrimoine immobilier, il est réparti en France Benelux et dans les autres géographies et de manière plus marginale. Voilà. Alors, ce qui en fait le point intéressant actuellement, c'est son niveau de valorisation qui est bas, avec un PER actuel entre 10 et 12, à peu près, hein, un VE sur EBITDA très très bas à 3, un price to free cash flow à 10, un price to book à 0,6, price to sale à 0,5, donc vraiment une entreprise peu chère, mais qui correspond à l'incertitude actuelle sur le marché. Alors on va regarder un petit peu on va comparer les chiffres actuels avec l'entreprise elle-même avant la crise Covid, puisque la crise Covid avait déjà pas mal impacté notamment les marges de l'entreprise, mais on va aussi la comparer à deux de ses concurrents. Alors, je vous ai mis sur ce tableau des éléments de comparaison. Donc, à chaque fois, je vous ai mis l'entreprise et puis la même entreprise avant la crise Covid. Je vous ai mis ces deux principaux concurrents qui sont cotés, donc Korian et Alena Santé, avec le même type d'éléments. Donc si on compare Orpea elle-même en 2019, on voit notamment que le PER a été divisé quasiment par 3, le VU sur EBITDA s'est effondré, le price to book aussi. Hein. Alors ce qu'on voit, c'est que malgré la crise Covid, la marge opérationnelle a diminué, la marge nette aussi, mais sans pour autant totalement s'écrouler. Donc ça a aussi diminué le ROE, le ROA et le ROIC évidemment. C'est une entreprise qui quand même avait une croissance de 10% par an de chiffre d'affaires sur les 5 dernières années en moyenne. Et en termes de niveau de dette, on avait un dette sur capitaux propres à 1,9, qui est globalement en diminution même par rapport à 2019. Et donc on voit qu'on n'a pas du tout les mêmes niveaux de valorisation avant la crise. Alors ce scandale a aussi impacté les autres acteurs du secteur, donc notamment Korian. Donc, alors si on s'intéresse, on voit que sa capitalisation boursière, elle a diminué malgré une augmentation de son chiffre d'affaires. Donc ça va se traduire sur les ratios. Donc on a un PER qui a augmenté, mais ça probablement parce que du fait de l'écroulement des marges. Mais vous avez une VE sur EBITDA qui est passé de 16 à 10, un price to book qui est passé de 1,5 à 0,4. Donc une marge actuelle qui s'est amoindrie, mais qui reste plus faible que celle d'Orpea. Je vous laisse regarder. Une croissance qui était un petit peu plus faible à 8% par an. Et une dette sur capitaux propres qui était un peu plus élevée à 2,3. Alena Santé qui est plus petite en termes de taille. On voit qu'on a aussi une marge qui est dans le même ordre de grandeur, hein. Marge opérationnelle 9,4%, marge nette 2,6%, donc des marges très très faibles. ROE à 8,5, un ROA à 1,2, donc c'est très très faible, hein. ROIC à 2,7. Et une entreprise qui est sur le papier un peu plus endettée et qui est de plus petit volume. Donc un mot sur l'analyse technique. Donc bon, là je vous l'ai mis en données mensuelles. On voit que le titre a très très fortement corrigé au mois de janvier et février. Bon, je vous ai tracé une ligne support éventuellement autour de 23 €. Je pense que ça vaut pas grand chose l'analyse technique sur ce titre, sur ce type de titre dans ces données là. Ce qu'il faut surveiller, c'est lorsqu'on a des signaux de retournement pour rechercher éventuellement le point le plus bas. Mais c'est juste pour vous montrer que voilà, que c'était quand même une entreprise qui avait pas mal progressé sur les dernières années, qui stagnait depuis 2017, mais qui s'est écroulé en termes de valorisation. Alors je vais vous donner là un peu plus mon analyse sur le sujet. Alors d'abord, il y a quand même des éléments qui peuvent pousser le titre à la baisse et d'autres qui peuvent au contraire le pousser à la hausse. Alors les éléments qui sont nombreux éléments qui vont le pousser à la baisse, c'est que actuellement vous avez pas mal d'institutionnels qui souhaitent sortir de cette entreprise. Alors bien sûr parce qu'il y a des incertitudes, mais aussi pour des raisons ESG.
De manière générale, le marché n'aime pas l'incertitude et là il y a de nombreuses incertitudes. C'est très difficile de valoriser ce type d'entreprise et donc beaucoup sortent même en négatif pour se débarrasser de cette entreprise. Alors un des éléments qui est peut-être pas terminé, c'est que le news flow, on peut imaginer qu'il va y avoir de nouvelles révélations, qu'il va y avoir des enquêtes, notamment des agences de santé, peut-être de la sécurité sociale ou des mutuelles s'il y a eu effectivement des abus de facturation, et donc ça pourrait, s'il y avait de mauvaises nouvelles ou si les allégations étaient confirmées, pousser le titre encore plus à la baisse. On le voit, mais actuellement vous avez énormément de familles qui sont en train de refaire un petit peu leur histoire personnelle et qui vont se retourner probablement contre l'entreprise et porter plainte. Voilà. Et donc ça aussi, il y a un coût qui est à ce jour, me semble-t-il, extrêmement difficile, voire impossible à valoriser en tant que tel. Alors j'avais lu là dans un article que sur ce type d'établissement, il y avait à peu près un tiers des pensionnaires qui étaient renouvelés par an. Donc vous imaginez bien que s'ils sont renouvelés, c'est pas parce qu'ils sont partis en vacances, hein. Donc ça veut dire que vous avez tous les ans un tiers des pensionnaires qui décèdent. Donc vous allez avoir des milliers et des milliers de familles qui vont revoir leur histoire en disant que papy, mamie, il était tout maigre, il était pas bien habillé, il mangeait pas beaucoup et il est mort dans ces EHPAD par définition, et donc et en plus on payait X milliers d'euros pour qu'il soit logé dans ce type d'établissement. Et donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont se retourner contre l'entreprise. Ensuite, vous allez avoir probablement des hedge funds qui vont pousser le titre à la baisse en faisant de la vente à découvert. Vous allez avoir les contrôles donc de l'ARS, contrôle des politiques qui peuvent là aussi révéler des dysfonctionnements et voire des facturations abusives à voir qui donc pousseraient le titre à la baisse. Un des éléments d'inquiétude, c'est que ce type d'entreprise fonctionne quand même pas mal avec la dette, et aujourd'hui les critères pour les banques, pour les financiers, il y a aussi des critères ESG entre guillemets qui sont rentrés en compte pour le financement, et probablement que vu l'ambiance locale, tout ça va être leur image va être pas mal dégradée et que potentiellement ça va durcir leurs conditions de financement. Or, comme c'est quand même leur fonds ça reste quand même un business entre autres d'immobilier, si on rend plus difficile le financement, ça va complètement écraser leur business. Bien sûr, tous les institutionnels qui sont investis sur des critères ESG vont sortir de ce type d'entreprise du fait du risque d'image notamment, et probablement il va y avoir un problème d'ailleurs de renotation de ces entreprises en termes de ESG, notamment Orpea qui était plutôt bien noté. Voilà, en sachant que ça arrivait en plus dans des entreprises déjà affaiblies, enfin ce secteur était déjà pas mal affaibli par le Covid, qui avait contracté leur marge. Alors les éléments qui pourraient pousser au contraire le titre à la hausse, c'est qu'actuellement la valorisation est très basse et elle est en dessous de ses capitaux propres, hein. Aujourd'hui vous avez une capitalisation boursière qui est à 2,2 milliards environ, pour des capitaux propres à 3,5 milliards. Donc vraiment une entreprise très peu valorisée. On peut imaginer que certains hedge funds ou private equity pourraient, au prix actuel de l'entreprise, faire une bonne affaire en sachant que l'actionnariat de l'entreprise est pas mal éclaté, et pourraient relancer une OPA sur l'entreprise, et pourquoi pas imaginer une sortie de cote à un prix, en tout cas acheter tout cet immobilier à un prix défiant toute concurrence.
Et puis cette entreprise, probablement, en tout cas c'est ce que s'est défendu notamment l'équipe de dirigeante de Korian, c'est que aussi peut-être qu'il y a des problèmes dans leur mode de fonctionnement, mais c'est aussi peut-être par un manque de finances aussi, donc il va y avoir un enjeu notamment en tout cas en France, de voir s'il ne faut pas mieux financer ces problématiques de dépendance. Et donc finalement ça pourrait au contraire amener un petit peu de soupape pour ces entreprises si la sécurité sociale, si par exemple une 5e branche était créée pour la dépendance et financer cela de manière plus généreuse. Mais là ça inclut une refonte politique de plus grande ampleur, mais en tout cas c'est pas exclu, et c'est un des éléments en tout cas qui a amené d'emblée par exemple les gens de chez Korian pour dire ça aussi. Alors un élément de réflexion aussi, c'est que c'est pas la seule entreprise qui a traversé des crises majeures. Comme cela, donc vous avez rappelé tous sans doute du scandale du Dieselgate, donc c'était Volkswagen qui avait de manière bien entendu volontaire mis en place un logiciel pour truquer les tests, notamment en termes de pollution, et qui avait mis en circulation des millions de véhicules avec ce logiciel truqué. Donc une entreprise clairement malhonnête. Donc ça c'était en 2015, donc le shit a fortement corrigé bien évidemment, mais elle est toujours debout, elle vend toujours des voitures, et le cours de bourse est reparti, et depuis ça a pris 75% depuis ses plus bas. Un autre scandale aussi qui avait remis en question et qui aurait dû remettre sans doute plus en question le mode de cette entreprise, c'était le scandale Cambridge Analytica et la fuite de données chez Facebook en 2018. Là aussi le titre avait corrigé de quasiment 40%. Voilà, ça aurait dû, en tout cas c'est que mon avis de simple citoyen, je pense que ça soit pour Volkswagen ou pour que ça soit Facebook et Cambridge Analytica, ce type d'erreur devrait remettre en question tout simplement l'existence de ce type d'entreprise, et puis finalement ça corrige, on leur tape sur les doigts pendant 6 mois, on dit c'est pas bien, et puis on passe à autre chose, et puis comme vous le revoyez Facebook, hop, ça repart à la hausse. Et ça l'a pas empêché d'augmenter fortement, même si on met à part la récente correction pour d'autres raisons. Alors il y a eu d'autres scandales, mais c'est des scandales que moi je classerais un petit peu différemment. Il y a eu le scandale Enron au début des années 2000, où ils avaient truqué leurs résultats, et plus récemment en 2020 Wirecard, l'entreprise de la fintech allemande, qui là aussi avait truqué, je crois, de un peu plus d'1,5 milliard ses résultats. Alors c'est ces deux entreprises, par contre ça s'est arrêté net, Enron a fait faillite, Wirecard, comme vous le voyez, son cours de bourse il est à 0, Donc là ça se finit pas toujours bien, mais c'était pas tout à fait, alors je sais que mon interprétation très modeste, mais ce qui n'a pas été pardonné à ces entreprises, c'est qu'elles avaient truqué leur compte de résultats, et donc ça on voit que c'est vraiment l'erreur impardonnable sur les marchés. Par contre truquer ses clients ou arnaquer les États, que ce soit pour Volkswagen ou pour Cambridge Analytica, on voit bien que le marché pardonne. Alors ça corrige parce qu'il y a des retombées économiques, qu'il y a une période d'incertitude, mais finalement ça repart ensuite. Alors à vous moi mon avis c'est que pour l'entreprise Orpea, ça correspond plus à un scandale de type Volkswagen ou Facebook, c'est-à-dire que l'entreprise va traverser une forte période de turbulence, mais que l'entreprise va pas disparaître du fait de la nécessité de l'existence de ces établissements. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard.
Alors maintenant, si on essaye de valoriser ça, alors je vais faire une approche extrêmement approximative, hein, c'est assumé, mais c'est pour avoir une ordre de grandeur. Bon, si actuellement le cours de bourse il est à 35 euros, si on se penche, si on part sur le price to book, ça devrait valoir 55 euros par action. Alors bien sûr, ça ne tient pas compte de la valeur opérationnelle de l'entreprise. Donc ça me paraît la marge basse de ce que ça devrait valoir. Alors j'ai fait un simple scénario, une hypothèse qui vaut ce que ça vaut. J'ai repris je suis parti du bilan de 2020 et je l'ai saccagé pour voir ce que ça donnerait en termes de valorisation. Donc le chiffre d'affaires, on peut imaginer 2022 ou 2021 si vous voulez, il sera de 4 milliards d'euros, ça en est, et ça n'a pas trop bougé. Alors si vous augmentez les charges de personnel de 10%, si vous achetez un peu plus de couches, un peu plus de bouffe, donc vous augmentez les achats de 20%, les impôts ça bouge pas alors que vous allez baisser vos rémunérations, bon ça peu importe. Et si alors il y avait écrit il y avait une ligne positive qui était autres charges et produits. Alors je sais pas à quoi ça correspond, mais en tout cas pour le fait que ça soit positif, j'imagine que c'était les négociations avec les fournisseurs. Donc ça, si on le supprime complètement, donc vraiment un scénario très pessimiste, vous arrivez avec un EBITDA qui est à peu près à 600 millions d'euros pour l'année. Donc perte de plus d'un tiers de l'EBITDA précédent. Si en plus vous partez du principe que le secteur va avoir une décote qui va être prolongée, donc on applique à ce secteur une valorisation qui sera à peu près 12 fois l'EBITDA, ce qui est en soi pas énorme, ce qui tient compte de toutes les problématiques, aussi des marges qui seraient... Alors je ne suis pas parti sur les revenus parce que les marges seront probablement écroulées, que à ce moment-là les PER etc n'a plus de sens. Mais bon, en tout cas en tenant compte de la perte de profitabilité de l'entreprise, du fait qu'elle soit en reconstruction, du fait que le secteur risque d'être décoté pendant quelques années, bon, les EBITDA à 12 me paraît pas scandaleux. Si en plus vous partez du principe que l'entreprise va avoir besoin de sortir pas mal de cash pour payer procès, notamment pour payer procès, pour changer d'équipe de management, etc. Et donc vous partez du principe qu'elle va vendre 30% de son... Elle va faire une augmentation de capital de 30%, ce qui au cours actuel serait de l'ordre de... Ça serait plus de 500 millions d'euros, ce qui fait quand même un peu de budget pour payer un peu de procès, pour payer quelques plaintes. Vous arrivez avec un niveau de valorisation à la fin qui serait autour, avec tout ce scénario négatif. À chaque fois que je prends la partie la plus négative, j'arrive à un prix de l'action qui serait à ce moment-là, malgré tout, à 70 euros. Donc on voit que on est dans une fourchette de valorisation. Autant qu'on puisse le faire, hein. Bien sûr je ne prends pas en compte tous les facteurs qu'on pourrait rajouter, mais on se voit qu'on est dans une fourchette entre 50 et 70 euros de valorisation, avec un prix actuel toujours à 35 euros, je vous rappelle. Alors les éléments qui vont pour acheter le titre, c'est qu'effectivement vous l'avez vu, il est actuellement très très peu cher, que ça peut s'inscrire dans une stratégie à la Peter Lynch turnaround, c'est-à-dire entreprise en redressement. Donc je vous renvoie à ma vidéo sur les types d'entreprises selon Peter Lynch, mais voilà, sur ce type d'entreprise, pourquoi c'est intéressant de l'acheter? Parce qu'on peut avoir un multibagger en relativement peu de temps. Que le type d'entreprise typique, c'est le type d'entreprise que personne ne veut avoir en portefeuille, et je pense qu'actuellement ça correspond assez bien à la définition d'Orpea. Que c'est une entreprise qui apparaît au bord de la faillite, et je pense que Orpea peut apparaître au bord de la faillite, mais qui a quand même des actifs derrière qui la met quand même en partie à l'abri potentiellement à l'abri de la faillite, et c'est le cas d'Orpea qui a un actif immobilier important, et par définition l'actif immobilier c'est pas quelque chose qui se décote très fortement, hein. On peut imaginer que ces actifs d'EHPAD immobiliers peuvent être vendus à des investisseurs, à des sociétés immobilières, à des concurrents par exemple, et que ça a un prix relativement fiable, hein. C'est pas comme d'autres actifs où la valeur est très relative dans les comptes
des entreprises. Là pour le coup l'immobilier c'est du dur, donc pour moi ça correspond assez bien à une définition de turnaround. Les éléments alors pour moi c'est pour le minorer, hein, c'est de dire que le risque réputationnel effectivement il est majeur. On voit bien que Orpea, l'image de l'entreprise est complètement détruite. Il faudra changer de nom, changer d'équipe dirigeante, vendre une sous-partie, dire que ça va changer, faire du rhabillage. Mais bon, vous avez des gens très diplômés qui vont s'occuper de ça sans aucun doute. Et surtout, le risque réputationnel me paraît pas forcément si important que ça pour ce type d'entreprise, au vu des besoins, en tout cas au niveau des besoins en France. Alors là pour le coup c'est un sujet que je connais un petit peu plus à titre personnel, mais c'est vrai que si vous voyez le nombre de demandes qu'il y avait pour des maisons de retraite, pour des patients âgés qui ont en perte d'autonomie ou avec des maladies d'Alzheimer, aujourd'hui il y a des délais d'attente. Souvent ça se fait souvent dans des conditions d'urgence ou de semi-urgence. Les familles sont souvent extrêmement contraintes et sont demandeuses de trouver une solution le plus rapidement possible, car c'est souvent la plupart du temps ce sont des situations pas toujours anticipées. Et donc je pense que ce risque réputationnel est à mettre dans la balance vis-à-vis des besoins des familles qui sont des besoins impératifs. Et donc est-ce que dans 6 mois si Orpea s'appelle plus Orpea mais ça s'appelle je sais pas quoi, que vous avez besoin d'une maison de retraite absolument, qu'il n'y a qu'une place dans un mois à tel endroit et que c'était anciennement Orpea, est-ce que vous n'allez pas mettre votre papy là-dedans? Je sais pas s'il y a eu un petit rabais marketing. En tout cas je pense pas qu'il y ait une fuite complète des pensionnaires de ce type d'établissement. Au vu des besoins actuels, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'alternatives. Donc les gens vont pas quitter ces EHPAD pour aller ailleurs. Et puis pour ceux qui vont mourir, je pense qu'ils vont retrouver assez facilement d'autres candidats et nécessiteurs fera foi et sera l'arbitre de ça. Donc je pense que l'impact réputationnel il n'est pas forcément majeur en tout cas sur la demande d'occupation de ces logements. Alors bien sûr les éléments comptent, c'est que c'est extrêmement risqué puisqu'il y a énormément d'incertitudes. Il y a toutes les forces qui vont pousser le titre à la baisse, je reviens pas dessus. Et puis un des éléments contre et qu'il faut garder en tête, c'est il n'est pas exclu qu'on soit qu'au début de l'affaire et qu'il y ait des nouvelles révélations, qu'il y ait de nouveau des lanceurs d'alerte, que l'enquête débouche sur des éléments encore plus grave et que ça pousse encore le titre encore plus au fond. Alors un mot sur ma stratégie, c'est vraiment à titre personnel, c'est à ne pas reproduire et donc voilà, mais je vous la partage. Pour moi ça reste un titre, alors c'est pas un titre que j'ai envie d'avoir au portefeuille sur le long terme, clairement pas, mais je trouve intéressant d'avoir dans mon portefeuille quelques petits turnaround. Alors la raison c'est pour rechercher de la performance sur du moyen terme, on va dire. C'est intéressant parce que c'est aussi des entreprises qui sont souvent très décorrélées avec les mouvements du marché, donc c'est pour rechercher un petit peu de décorrélation. Ce qui est important là-dessus, c'est surtout de définir la taille de la position. Donc pour moi, ça sera une toute petite position. On va dire un quart de ligne habituel. Donc ça serait de l'ordre de 200-250 euros. Donc une toute petite ligne. Ça serait de le jouer comme une option. Donc d'accepter une perte totale en capital, le cas échéant. Mais avec un objectif de faire un x3, me semble-t-il, à minima. Donc pour moi, la valeur, elle est actuellement décotée. Même si on essaie de la valoriser avec une décote importante, une valorisation serait entre les 50 et les 75 euros. Et comme on cherche à faire un x3, pour moi, j'aimerais une marge de sécurité supplémentaire. Et donc là, je vais être gourmand. J'aimerais que l'entreprise descende en dessous des 25 euros. Et pourquoi pas. Alors c'est vrai qu'actuellement l'entreprise elle est pas chère, mais là au vu des risques
des risques d'investissement sur cette entreprise. Pas cher, ça va pas me suffire. Je veux du quasiment donné. Et donc voilà. Donc je vais surveiller le titre. Donc je suis pas rentré sur le titre. Je vais surveiller le titre dans les semaines à venir, notamment les news, et voir s'il n'y a pas une news qui sort et qui pousserait le titre encore un petit peu plus bas, et qui décrocherait le titre de manière très importante. Que ça soit ça, ou que ça soit des vendeurs à découvert qui passent à l'assaut sur ce titre, qui pressuriserait le titre pendant quelques semaines. Voilà, donc là je vous ai partagé mon analyse, enfin mon approche sur cette entreprise. Alors bien évidemment, vous avez le droit de pas être d'accord, hein, et au contraire ça m'intéresse si vous n'êtes pas d'accord, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, à bientôt.